j'ai refusé de céder ma chambre à ma sœur, et mes parents ont essayé de me mettre à la porte de ma propre maison, celle dont j'avais hérité. Alors, j'ai fait appel à la police, pour qu'ils les escortent vers la sortie. Ensuite, mon père s'est de nouveau introduit par effraction, et il s'est fait arrêter. Tout cela s'est déroulé au cours des derniers mois, et honnêtement, j'essaie encore de comprendre comment mon propre père a pu, de manière aussi spectaculaire, se tirer une balle dans le pied. Donc, j'ai 24 ans, je possède un petit empire immobilier, et je viens tout juste de devoir appeler les flics contre mon propre père, pour s'être introduit par effraction dans ma propriété. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a 5 ans, je lui aurais ri au nez. Mais nous y voilà, et je ne suis même plus en colère. Je suis juste impressionné, par une telle audace. Quand j'avais 15 ans, ma mère est décédée. Mon père n'a pas perdu de temps, pour épouser cette femme autoritaire, Carmen, une femme de 47 ans, qui essayait bien trop fort de remplacer ma mère. Après 3 mois passés à jeter les affaires de ma mère, et à redécorer ma chambre sans ma permission, j'ai emménagé chez mon grand-père, Rex. C'était le père de mon père. Un juge à la retraite, qui possédait cette immense maison, avec au moins 5 chambres. Le gars a dit oui immédiatement. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il était cool, il me laissait mon espace, mais il était toujours là, quand je voulais parler. Il m'a appris des choses sur l'argent, sur la gestion immobilière, et sur les questions juridiques. Il s'avère que ces leçons, plus tard, allaient me sauver la mise. Lorsque mon grand-père est décédé subitement, quand j'avais 17 ans, il m'a tout légué. Sa maison, 2 propriétés locatives, et assez d'argent liquide pour bien démarrer. Mon père n'a rien eu, et il a complètement perdu la tête. Il a commencé à hurler, disant que la propriété devait lui revenir, puisqu'il était le fils de mon grand-père. Mais le testament de mon grand-père était inattaquable. Il avait même fait une vidéo, pour expliquer les raisons de son choix. Il y disait qu'il me faisait confiance pour être responsable, contrairement à mon père. C'est là que les choses deviennent bizarres. Au lieu que je retourne vivre avec mon père et Carmen, ils ont décidé d'emménager dans ma maison. Ils disaient que leur logement était trop petit. Et, puisque j'avais maintenant cette grande maison, cela semblait logique. J'avais encore 17 ans, alors je n'avais pas vraiment le choix. Mais, j'ai fixé des règles. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans ma chambre, ni dans le bureau de grand-père. Ces pièces contenaient des affaires personnelles, et des papiers importants. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti à l'université, dans un autre état. J'ai continué à les laisser vivre là-bas, gratuitement. Je ne revenais que pour les vacances, et pour certains week-ends. Je payais toutes les taxes, l'entretien, absolument tout. Je ne leur ai jamais demandé le moindre centime. Je me disais qu'ils gardaient un œil sur la maison, pour moi. Et, au lieu de gaspiller l'argent de mon grand-père comme un adolescent stupide, j'ai utilisé les revenus locatifs pour acheter d'autres propriétés. Au moment d'obtenir mon diplôme, à 22 ans, je possédais 6 logements locatifs. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans la même ville, et je me suis pris un appartement correct, à environ 20 minutes de la maison. J'ai continué à développer mon portefeuille. Ainsi, à 24 ans, j'avais 8 propriétés, générant de sérieux revenus mensuels. Cet arrangement, avec mon père et ma belle-mère, a fonctionné à la perfection pendant 9 ans. Ils avaient un logement gratuit. De mon côté, j'avais l'esprit tranquille, sachant que quelqu'un surveillait ma toute première propriété. Tout le monde était heureux, jusqu'au mois dernier, quand tout a dégénéré. Mon père m'a appelé, pour me dire ceci: tu dois vider ta chambre ce week-end. Nous la donnons à la fille de Carmen, Becca. J'étais debout, dans l'une de mes propriétés locatives, en train de faire une inspection, et cet homme me donnait des ordres, concernant ma propre maison. Je me suis arrêté net. Qui diable est Becca? Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. C'est la fille de Carmen, issue de son premier mariage. Elle se bat pour la garde de ses enfants, et elle a besoin d'un logement stable. Ta chambre est la plus grande. J'étais tellement confus. Carmen n'avait jamais mentionné qu'elle avait une fille, par le passé. Et là, sortie de nulle part, cette femme apparaissait, et il voulait qu'elle vive dans ma maison. 9 ans de logement gratuit, et maintenant, il voulait donner ma chambre à une parfaite inconnue. Mais j'ai commencé à comprendre, pourquoi Carmen m'avait traité comme un moins que rien, quand j'avais 15 ans. Cette femme avait une fille, qu'elle avait complètement abandonnée, et dont elle n'avait jamais parlé pendant 9 ans.
Elle ne prenait même pas la peine de mentionner l'existence de cette nana, et encore moins d'entretenir une relation avec sa propre enfant. Pas étonnant qu'elle n'ait eu aucun problème à jeter les affaires de ma mère, et à essayer de m'effacer de ma propre maison. Elle l'avait déjà fait à sa propre fille, en premier lieu. Êtes-vous complètement fou? Vous êtes des invités dans ma maison. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions, sur qui vit ici, ai-je répondu. C'est à ce moment-là, que le masque de mon père est complètement tombé. Il s'est mis à hurler sur les obligations familiales. Sur le fait que j'étais égoïste. Sur le fait que Becca en avait vraiment besoin, et que j'étais cruel de refuser. J'étais planté là, dans une de mes propriétés locatives, en train d'écouter mon père péter les plombs, parce que je refusais de donner ma chambre à une femme que je n'avais jamais rencontrée. La manipulation était si évidente, que c'en était presque insultant. Faire de moi le méchant, pour avoir protégé mon propre espace. Le dépeindre, lui, comme le père de famille aimant, qui essaie juste d'aider une personne dans le besoin. La technique classique, pour faire culpabiliser. Ne touchez ni à ma chambre, ni au bureau de grand-père, ai-je dit clairement, en gardant une voix posée, même si mes mains tremblaient de colère. Touchez à l'un ou à l'autre, et je vous expulse sur le champ. Mon père a explosé de colère. Tu ne peux pas expulser ta famille. Nous vivons ici depuis 9 ans. Nous avons des droits. Vous avez le droit de trouver votre propre logement. Ne me poussez pas à bout, sur ce coup-là. C'est alors qu'il a lâché la véritable bombe. Ils avaient vendu leur ancienne maison il y a des années, pour rembourser des dettes. Ils n'avaient, littéralement, nulle part d'autre où aller. J'étais fou de rage. On dirait que vous auriez dû y penser, avant d'essayer de donner ma chambre, ai-je lancé, avant de raccrocher. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes après cet appel, les mains toujours tremblantes. Une part de moi n'arrivait pas à croire que nous en étions arrivés là. L'autre part était déjà en train de planifier mon prochain mouvement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de me dire que je faisais ce qu'il fallait, mais la culpabilité me rongeait. Ce n'étaient pas des étrangers. C'était mon père, le même homme qui m'avait appris à faire du vélo, et qui venait assister à mes matchs de baseball. Étais-je vraiment sur le point de rendre mon propre père sans abri, pour une histoire de chambre? Je ne cessais de penser à ce que les gens diraient. La famille, les amis, les proches, tous ceux qui demanderaient « Comment as-tu pu jeter ton propre père à la rue ?» L'histoire se répandrait, et je serais le fils ingrat, qui a choisi l'argent plutôt que la famille. Mais ensuite, je me suis souvenu d'avoir surpris Carmen, en train de fouiller dans mon téléphone à 2 heures du matin, quand j'avais 15 ans. Je me suis souvenu de mon père, planté là comme une statue, pendant qu'elle jetait les bijoux de ma mère. Je me suis souvenu des 9 années passées à payer chaque facture, tandis qu'ils vivaient gratuitement, et agissaient comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Et par-dessus tout ça, je n'avais même jamais rencontré cette Becca auparavant. Elle n'était rien pour moi. Ce n'était pas la famille, juste une femme quelconque, que Carmen avait abandonnée pendant des années, et qu'elle voulait soudainement aider. Pourquoi diable devrais-je installer une parfaite inconnue dans ma maison, pour quelqu'un qui n'avait même pas pris la peine de mentionner l'existence de sa propre fille, pendant des années? À ce moment précis, j'en ai eu fini d'être une poire. Cette même nuit, l'oncle Derek a appelé, sorti de nulle part. C'est le frère de mon père, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, à cause d'une brouille commerciale. « Salut, gamin. J'ai entendu dire que tu traversais un drame familial. Peut-être que tu devrais reconsidérer cette histoire d'expulsion. La famille est censée se serrer les coudes, pas vrai? » Je pouvais sentir le coup monter, à travers le téléphone. L'oncle Derek n'appelait pas par inquiétude. Il ne s'était jamais soucié de rien. Mon père était arrivé jusqu'à lui en premier. Il pleurait probablement à propos de son fils cruel, qui s'apprêtait à le mettre à la rue. Je vais y réfléchir, ai-je menti. Je voulais simplement voir quelles autres manœuvres ils allaient tenter. Derek a semblé satisfait. Bien. Bien. Ton père a traversé beaucoup d'épreuves, ces derniers temps. Cette histoire de garde avec Becca est vraiment importante. J'ai raccroché, et j'ai appelé mon avocate. Nous avons convenu de nous rendre à la maison tôt le matin, pour leur remettre un avis officiel de départ. Ainsi, le lendemain matin, j'ai pris la voiture avec mon avocate, pour leur signifier les documents d'expulsion en bonne et due forme. Légal, dans les règles de l'art, sans aucune surprise. En fait, j'étais mort de trac.
Mes paumes étaient moites, et je n'arrêtais pas de répéter ce que j'allais dire en face à mon père. Je me suis garé dans l'allée de ma propre maison, je me suis avancé jusqu'à ma propre porte d'entrée, et j'ai mis ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Pendant une seconde, j'ai cru avoir pris la mauvaise clé. Puis, la réalité m'a frappé. Ces abrutis finis avaient changé les serrures de ma maison, sans m'en avertir. Après tout ce que j'avais fait pour eux, ils m'enfermaient littéralement à l'extérieur, de ma propre propriété. J'ai frappé violemment à la porte, jusqu'à ce que mon père réponde. Mais il a refusé de l'ouvrir. Il m'a juste parlé à travers le bois, comme un criminel paranoïaque. Je ne te laisserai pas entrer, tant que tu n'auras pas changé d'avis à propos de Becca, a-t-il déclaré. C'est à cet instant précis, que le moindre de mes doutes s'est envolé. Cela n'avait rien à voir avec une affaire de garde, ou avec l'aide à la famille. Il voulait avoir le contrôle, surtout mon père. Il pensait pouvoir m'enfermer dehors de chez moi, et me forcer à céder à ses exigences. Et j'étais là, debout dehors avec une avocate, face à mon père, qui refusait de me laisser entrer. La colère froide était de retour. Mais maintenant, elle se mêlait à une lucidité totale, sur ce qui devait se passer ensuite. Tu as illégalement changé les serrures d'une propriété qui ne t'appartient pas, et tu refuses de laisser entrer le véritable propriétaire, ai-je dit, d'une voix mortellement calme. Tu viens de commettre environ 3 délits différents, génie. C'est ma maison, à moi aussi. J'ai des droits, a-t-il hurlé derrière la porte. Tes droits ont pris fin, à la seconde où tu m'as empêché d'entrer dans ma propre maison. J'espère que ça en valait la peine. J'ai appelé la police immédiatement. Mon avocate était déjà en train d'afficher les registres de propriété sur son téléphone, pour monter notre dossier. Je ne tremblais plus. J'étais prêt pour la guerre. L'agent qui a répondu à l'appel a écouté, pendant que mon avocate lui montrait les registres de propriété, les documents d'héritage, et tout ce qui prouvait que la maison m'appartenait. La police a donné un choix très simple à mon père, ouvrir la porte et me laisser entrer, ou bien se faire arrêter pour intrusion criminelle, en plus de tout le reste. Mon père a finalement ouvert la porte, avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Carmen pleurait en arrière-plan, tandis que cette femme inconnue, Becca, était assise dans un coin, l'air incroyablement mal à l'aise. L'officier a expliqué que mon père était expulsé, pour avoir changé les serrures, et pour avoir refusé l'accès au propriétaire. Mon père a tenté toutes les excuses possibles et imaginables. Nulle part où aller. Vécu là pendant 9 ans. Il a même prétendu que grand-père lui avait verbalement promis la maison. Avez-vous une quelconque trace écrite de cette promesse verbale, a demandé l'officier. Un silence de mort. Je me suis presque senti mal, en regardant mon père réaliser à quel point sa position était faible. Un accord écrit concernant votre location, ici? Encore plus de silence. Une preuve que vous avez payé un loyer, ou contribué à la propriété du bien. Mon père pataugeait. J'ai entretenu la propriété. J'ai réparé la porte de derrière, l'année dernière. Avec votre propre argent, ou avec l'argent fourni par le propriétaire? La vérité a fini par éclater. J'avais payé pour chaque réparation, chaque amélioration, la moindre petite dépense, pendant 9 ans. Mon père avait vécu de manière totalement gratuite, pendant que je bâtissais un empire immobilier autour de lui. Regardez mon père essayer d'expliquer la situation, c'était tout simplement pathétique. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il avait des droits, en tant que résident de longue date, et qu'il s'agissait d'une affaire de famille, qui ne nécessitait pas l'intervention de la police. L'officier le regardait fixement, comme s'il parlait une langue étrangère. Qui a changé les serrures, a demandé le flic. Mon père a prétendu ne plus se souvenir du nom de l'entreprise. Un mensonge flagrant. Je pouvais le voir calculer intérieurement, pour savoir s'il avouait aggraverait encore les choses. L'officier a passé quelques coups de fil, et a retrouvé le serrurier en moins d'1 heure. Cette entreprise louche avait effectué le travail sans vérifier l'identité du propriétaire, et sans obtenir les documents adéquats. Quand le serrurier a découvert qu'il avait été embauché pour enfermer dehors le véritable propriétaire, on pouvait l'entendre paniquer, à l'autre bout du fil, par rapport à sa licence professionnelle. J'ai porté plainte, à la fois contre mon père, et contre le serrurier. Contre mon père, pour altération illégale, et pour entrave à l'accès du propriétaire. Contre le serrurier, pour défaut de vérification de la propriété. L'officier rédigeait les rapports, pendant que je restais là, à regarder ma relation avec mon père prendre fin officiellement.
Une part de moi en était malade. Mais je me sentais aussi soulagé de voir que ces petits jeux étaient enfin terminés. Pendant que mon père et Carmen faisaient leurs affaires, j'ai examiné de plus près ce fameux personnage de Becca. La trentaine, une énergie nerveuse, elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, comme si elle s'attendait à recevoir une mauvaise nouvelle. Rien chez elle ne criait, mère luttant pour obtenir la garde de ses enfants. J'ai décidé de tester cette histoire, directement. Alors, c'est quoi le calendrier prévu pour récupérer tes enfants, lui ai-je demandé. Elle a regardé Carmen, puis s'est tournée vers moi. C'est compliqué. La procédure judiciaire prend du temps. Signal d'alarme numéro 1, des réponses vagues. Alors qu'une vraie mère aurait des dates précises, des calendriers d'audience, et des délais détaillés, gravés dans sa mémoire. J'ai continué à creuser. Combien d'enfants, ai-je interrogé. Un autre coup d'œil vers Carmen. Juste une. Une fille. Quel âge? Longue pause. Elle a 8 ans, maintenant. Toute cette interaction sonnait faux. Une mère, qui se bat pour obtenir la garde, parlerait sans arrêt de son enfant, montrerait des photos, et expliquerait sa situation juridique en détail. Cette femme me donnait le strict minimum syndical, comme si elle inventait l'histoire sur place. Puis, Carmen s'est arrêtée de faire ses cartons, et a craqué. Oh, lâche-nous un peu, a-t-elle aboyé, s'interposant entre nous comme si elle était la maîtresse de maison. Tu vas vraiment l'interroger, comme si elle était au tribunal, après tout ce que nous avons traversé? Elle m'a pointé du doigt, la voix de plus en plus forte. Tu es un petit morveux dégoûtant et égoïste, avec un compte en banque. Ta mère se retournerait dans sa tombe, si elle voyait ce que tu es devenu. À accumuler les pièces et l'argent, pendant que ton père se retrouve à la rue. Et que ta demi-sœur se bat pour son enfant. Tu crois que cette maison te rend puissant? Elle te rend juste sans cœur. Je n'ai pas répondu, mais elle a continué, de plus belle. Ce n'est pas toi qui as construit tout ça. C'est Rex. Ton précieux grand-père. Et tu es bien trop lâche, pour admettre que sans lui, tu ne serais rien du tout. Juste un gamin pour y gâter, qui joue au propriétaire. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, le flic près de la porte a levé la main. Madame, a-t-il dit fermement, ça suffit. Ce n'est pas votre maison, et vous êtes à un seul éclat de voix, d'être expulsé de force pour obstruction. Je vous suggère de vous taire. Carmen a fermé la bouche, mais le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire fondre de l'acier. Je n'ai pas bronché. J'ai pris mentalement note de creuser l'histoire de Becca, un peu plus tard, car rien ne tenait la route. Pour le moment, cependant, le seul objectif était de les faire sortir, pour de bon. Cette première nuit, après leur départ, je me suis promené dans ma maison, dans un silence complet. 9 années à avoir d'autres personnes qui vivaient là, et soudainement, c'était redevenu mon domaine, à moi seul. Ça aurait dû me faire du bien. Mais à la place, j'ai ressenti un grand vide insondable. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai découvert qu'ils avaient déjà commencé à déménager mes affaires. Mes vêtements étaient dans des sacs poubelles. Mon bureau avait été déplacé, pour faire de la place au lit qu'ils avaient commandé pour Becca. Ils étaient tellement sûrs que j'allais céder à leurs exigences, qu'ils avaient déjà commencé à faire don de mon espace. Et, juste comme ça, le moindre doute que je pouvais encore avoir à cet instant, a complètement disparu. Ces gens avaient prévu de m'écraser, peu importe ce que je pouvais dire. Le changement de serrure n'était que la première étape, d'un plan calculé visant à s'emparer entièrement de ma maison. Pendant ce temps, le serrurier qui avait changé mes serrures, s'est fait littéralement détruire par son conseil de l'ordre professionnel. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois, qu'il effectuait un travail louche sans les vérifications nécessaires. Sa licence a été suspendue pendant 6 mois. Il a dû payer une amende colossale, et la réputation de son entreprise a été ruinée, lorsque les informations locales se sont emparées de l'histoire. Le gars m'a même appelé, en me suppliant d'abandonner les charges. Il affirmait qu'il ne savait pas, que mon père n'était pas le propriétaire. La voix tremblante, il m'a parlé de ses enfants et de son prêt hypothécaire, de la façon dont cela allait détruire son gagne-pain. Je me suis senti mal, pendant environ 10 secondes. Puis, je me suis rappelé que les serruriers professionnels sont censés vérifier l'identité du propriétaire, avant de procéder au changement des serrures. Ce sont les bases du métier. Si vous vous apprêtez à changer des serrures, assurez-vous que la personne qui vous embauche possède réellement la propriété.
Un concept pourtant très simple. L'ignorance n'est pas une excuse pour justifier le non-respect des normes professionnelles élémentaires. Je lui ai répondu, peut-être que la prochaine fois, vous ferez votre travail correctement. La dure réalité, c'était que son travail bâclé avait permis à mon père de m'enfermer dehors de chez moi. Si je laissais couler, quel message cela enverrait-il aux autres entrepreneurs, qui pourraient être tentés de prendre des raccourcis à l'avenir? Mon père a été inculpé pour méfaits criminels, en raison de l'histoire des serrures, en plus d'une accusation d'intrusion, pour m'avoir refusé l'accès à ma propre propriété. Lors de sa comparution au tribunal, il n'a montré aucune once de remords. Il a continué d'insister sur le fait qu'il avait des droits sur la propriété de son fils. Le juge n'a rien voulu entendre. Monsieur Johnson, vous avez illégalement enfermé votre fils à l'extérieur de sa propre propriété, puis vous vous êtes introduit par effraction dans une autre propriété lui appartenant. Votre fils n'a rien volé du tout. Il a hérité de biens légalement, et vous avez commis des délits. En essayant de vous en emparer. Mon père s'est même levé pendant le prononcé de la peine, pour faire tout un discours sur les enfants ingrats, et sur la loyauté familiale. Il a affirmé que je volais son héritage, et que je tournais le dos à ma famille, en faisant valoir mes droits de propriété. Le regarder prononcer ce discours a été l'un des moments les plus inconfortables de toute ma vie. L'homme qui m'avait élevé, se tenait devant le tribunal, en train de me blâmer pour son propre comportement criminel. Une part de moi avait envie de se lever pour lui dire, « Papa, arrête de parler. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. » Mais je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé déformer la réalité, comme bon lui semblait. Et à la fin, il a creusé sa propre tombe. Il a écopé de 8 mois de prison. 5 mois pour l'introduction par effraction, et 3 autres, pour avoir altéré les serrures. Ce n'était pas exactement le genre de moment qui mérite une ovation debout. Mais c'était satisfaisant, à sa manière. Pendant qu'il était occupé à gérer ses dates d'audience et ses maux de tête judiciaire, les choses ont pris une autre tournure très bizarre. Environ 1 mois après l'expulsion, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Derek, et l'homme avait l'air d'être en mode panique absolue. Aucun bavardage inutile, il est allé droit au but. Il avait besoin de vendre sa maison, dans l'immédiat. Il refusait de dire pourquoi. Il me demandait juste si j'étais intéressé par un rachat. Or, voici la partie que Derek ignorait, et c'est là que ça devient intéressant. La maison dont il essayait de se débarrasser, c'était en fait l'ancienne demeure de mes arrière-grands-parents, celle dans laquelle grand-père Rex avait grandi. Grand-père l'avait cédée à Derek, il y a des années. Mais il m'a avoué plus tard, qu'il regrettait cette décision. Il disait que Derek la laissait tomber en ruine, qu'il n'en prenait pas soin comme il le devrait. Grand-père m'avait même dit que si j'avais un jour l'opportunité de la récupérer, je devais la saisir. Il disait qu'elle devait appartenir à quelqu'un, qui respecterait véritablement l'histoire de la famille. Et Derek, il n'avait aucune idée de la personne qu'il était en train d'appeler. Dans son esprit, je n'étais encore que ce gamin d'université, qui avait eu de la chance avec un seul héritage. Il ignorait que je m'étais bâti un empire immobilier, pendant qu'il avait le dos tourné. Je lui ai proposé 40% de la valeur du marché, sachant pertinemment qu'il était désespéré. Il a répondu que c'était trop bas, mais je pouvais entendre la panique dans sa voix. Même offre, mais tout en espèces. On signe la semaine prochaine, et je couvre tous les frais juridiques, ainsi que les frais de déménagement, ai-je rétorqué. Le désespoir a pris le dessus. Affaire conclue. Et je veux dire par là, les affaires sont les affaires. Si Derek était assez désespéré pour vendre aussi vite, c'était son problème, à lui de le régler. Après que Derek a signé les papiers de la maison, et s'est envolé avec l'argent liquide, je me suis dit que l'affaire était close. Une vente rapide, sans poser de questions. Mais environ une semaine plus tard, j'ai reçu l'appel d'une ancienne voisine, qui habitait près de chez Derek. Elle discutait avec moi de la maison, et a fini par lâcher, l'air de rien, c'est drôle, je pensais que ton père l'achetait. C'est ce qu'il a dit à tout le monde. Attendez, quoi? Ce petit commentaire m'a poussé à creuser la question. J'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, j'ai passé quelques coups de fil discrets, et effectivement, il s'est avéré que Derek avait initialement prévu de vendre la maison à mon père. Ils étaient en pourparlers, depuis des semaines. Mon père avait gratté le moindre centime qu'il pouvait réunir, avant de se faire arrêter, pensant qu'il allait se glisser de nouveau dans sa maison d'enfance, comme si de rien n'était.
Et laissez-moi clarifier les choses, ici. Mon père n'est pas allé en prison immédiatement, après sa première arrestation. Il a été fiché, on lui a refusé la libération sous caution, et il a été détenu dans le comté pendant des semaines, le temps que le tribunal tire tout ça au clair. Mais avant que la condamnation formelle ne tombe, il a réussi à rassembler l'argent de la caution, grâce à Derek, qu'il a ensuite trahi. C'est comme ça, qu'il est sorti assez longtemps pour essayer de racheter la maison de Derek. Et quand Derek lui a dit, c'est ton fils qui l'a acheté à la place, mon père a apparemment supposé, que je l'avais fait pour lui, comme s'il s'agissait d'une sorte de rameau d'olivier. Cet homme, que je venais d'expulser, croyait dur comme fer qu'il avait automatiquement le droit, de vivre dans n'importe quelle propriété m'appartenant, parce que quoi au juste? Le fait d'être mon père lui donnait un accès à vie à l'immobilier gratuit? Sans même m'en rendre compte, j'avais fait exploser son plan B. La maison sur laquelle il misait avait disparu, raflée par la seule personne qu'il n'avait pas vu venir. Moi. Mais le fait est qu'il avait utilisé le reste de son argent durement amassé, pour payer sa caution. Un argent qui était censé servir, à racheter cette fameuse maison à Derek. Donc maintenant, il est dehors, complètement fauché, et apparemment, il pense toujours qu'il y a un moyen d'entrer. 3 jours après la signature, j'ai reçu une notification du système de sécurité. J'avais installé des caméras, pour garder un œil sur les entrepreneurs chargés des rénovations. J'ai vérifié le flux en direct depuis mon bureau, m'attendant à voir des plaquistes ou des électriciens. Eh bien non. Je suis en train de regarder mon père de 55 ans, ramper de tout son long à travers une fenêtre brisée, tel un cambrioleur de bas étage. Ce n'était ni subtil, ni intelligent, juste désespéré. Il est à l'intérieur, en train de flâner comme s'il était chez lui, ouvrant les tiroirs, inspectant les placards, et faisant les 100 pas, comme s'il prévoyait déjà où allait trôner le canapé. Pendant ce temps, je suis assis là, à regarder la scène se dérouler sur mon téléphone, me demandant si je devrais être en colère, ou simplement impressionné par un tel niveau d'illusion. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais il s'introduisait littéralement par effraction dans une propriété m'appartenant, alors qu'il faisait déjà face à des poursuites criminelles, pour la dernière fois où il s'en était pris à mes biens. Décidément, certaines personnes n'apprennent jamais. J'ai appelé la police immédiatement. Mais une part de moi en était profondément écœurée. Comment en étions-nous arrivés là? Quand les flics ont trouvé mon père à l'intérieur, et qu'il a essayé de leur expliquer que, c'est la maison de ma famille, et mon fils l'a achetée pour moi, je pouvais les voir se retenir de rire. Les agents ont demandé des documents, prouvant qu'il habitait là, ou qu'il avait l'autorisation de s'y trouver. Mon père n'avait rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de plan. Et quand les flics lui ont annoncé que la maison, dans laquelle il venait de s'introduire par effraction, m'appartenait légalement, on pouvait presque entendre son cerveau redémarrer en temps réel. Il s'est figé. Il est juste resté planté là, comme si quelqu'un venait d'arracher la prise murale de son esprit. Ce n'était pas un simple malentendu. Il avait déjà fait le coup du changement de serrure illégale, quelques mois plus tôt. Alors, quand ils l'ont fiché cette fois-ci, le juge a jeté un seul coup d'œil au dossier, et a déclaré, non, pas de libération sous caution. 2 coups d'éclat en 2 mois. C'était suffisant pour que le tribunal décide qu'il était soit trop imprudent pour qu'on lui fasse confiance, soit tout bonnement dangereux. Peut-être bien les deux. Pendant qu'il croupissait dans la prison du comté, dans l'attente de sa prochaine audience, j'ai enfin eu le loisir de me pencher sur un détail qui me chiffonnait, depuis toute cette histoire avec Derek. La vente précipitée, l'appel téléphonique paniqué, l'absence totale d'explication. Il y avait quelque chose de louche. Alors, j'ai commencé à creuser, j'ai passé quelques appels discrets, et j'ai contacté des personnes qui gravitaient dans l'orbite de Derek, d'anciens contacts professionnels, et des connaissances communes de la scène locale des investisseurs. Cela a pris un peu de temps, mais j'ai fini par assembler toutes les pièces. Il s'est avéré que l'oncle Derek s'était mis dans de très beaux draps. Il avait emprunté gros, du genre un montant à 6 chiffres, à un couple de partenaires commerciaux douteux, pour un projet immobilier qui avait fait un flop monumental. Pas juste une mauvaise affaire, mais un véritable plongeon financier la tête la première. Le genre de désastre qui ne laisse que la terre brûler derrière lui. Et quand l'argent est venu à manquer, et qu'il n'a pas pu rembourser ses prêts, ces types ne se sont pas contentés d'envoyer des courriels polis. Ils sont venus frapper à sa porte. Des menaces judiciaires, des pressions pour liquider ses actifs. Un vrai coup de chaud. L'oncle Derek, en grand lâche qu'il est, a bien évidemment paniqué.
Au lieu d'assumer son propre gâchis, il a commencé à se débarrasser discrètement de tout ce qu'il pouvait. Revendre ses meubles, vider ses comptes d'investissement, et même liquider ses affaires personnelles, tout cela sous le radar. C'était comme regarder quelqu'un mettre le feu à sa propre vie, juste pour éviter que les flammes ne touchent qui que ce soit d'autre. Et oui, vous pouvez imaginer à quel point je suis fier de mon oncle, et de mon père. Quant à mon offre sur la maison, c'était sa capsule de sauvetage. Il avait juste besoin d'une dernière somme forfaitaire, pour disparaître dans la nature. Et j'imagine que j'ai été l'heureux acheteur, qui s'est présenté exactement au bon moment. Je ne serais même pas surpris d'apprendre que le gars avait déjà fait ses valises, le matin de la signature. Écoutez, en vérité, je me suis senti un peu utilisé. Personne n'aime être un simple pion sur un échiquier. Mais soyons réalistes, je suis quand même reparti avec une propriété, achetée 40% sous le prix du marché. Je n'allais pas non plus pleurer toutes les larmes de mon corps. Derek m'a peut-être roulé dans la farine, mais il a dû vendre uniquement parce qu'il avait ruiné sa propre vie. Cette partie-là n'était pas de mon ressort. Et pour être tout à fait clair, je n'ai pas menti pour le couvrir. J'ai peut-être mentionné de manière innocente, à quelques connaissances communes, la direction qu'il semblait prendre en quittant la ville. Si vous décidez de brûler les ponts avec vos partenaires commerciaux, pour ensuite essayer de disparaître en douce, ne vous attendez pas à ce que la famille vous aide à cacher la fumée. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Après tout ça, je me suis dit que j'en avais fini avec les drames, pour un bon moment. Je voulais juste me concentrer sur la stabilisation de la nouvelle propriété, sur la révision des baux, et me remettre aux affaires. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne vous sert jamais les problèmes qu'un par un. Pendant que je jonglais encore avec le nettoyage juridique lié au coup monté de mon père, et à la maison de Derek, le passé est venu ramper depuis une toute autre direction, et m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Au cours des procédures judiciaires de mon père, j'ai enfin obtenu la vérité au sujet de Becca, de la part d'une source pour le moins inattendue. Carmen m'a approché à l'extérieur du palais de justice, et elle avait l'air de sortir tout droit de l'enfer. Elle semblait tellement désespérée. « S'il te plaît, » m'a-t-elle dit, en m'agrippant le bras de ses mains tremblantes. « Pouvons-nous parler ? Il y a des choses que tu ne sais pas, à propos de Becca. » Nous nous sommes assis dans ma voiture, pendant que Carmen s'effondrait complètement. Il s'est avéré que toute l'histoire de la bataille pour la garde était une pure fiction. Becca n'avait aucun enfant pour lequel se battre. Elle avait perdu la garde de sa fille unique, des années auparavant, pour négligence et problèmes de toxicomanie. L'affaire judiciaire ne portait pas sur la récupération de la garde. Elle concernait les services de l'État, qui tentaient de mettre fin définitivement à ses droits parentaux. Becca se battait pour conserver ne serait-ce qu'un droit de visite supervisée, et non pour récupérer sa fille. Carmen avait inventé cette histoire à dormir debout, de toutes pièces, pour me manipuler, et m'obliger à offrir un logement gratuit à Becca. Il s'était dit que si je croyais avoir affaire à une pauvre mère, luttant pour retrouver ses enfants, je serais beaucoup plus enclin à donner un coup de main. De la manipulation émotionnelle classique, en utilisant de faux enfants comme accessoires. La trahison m'a profondément blessé, pas seulement parce qu'ils avaient menti, mais surtout parce qu'ils avaient utilisé l'idée d'une mère perdant ses enfants, pour mieux me manipuler. C'est un niveau de machination digne d'un véritable sociopathe. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout simplement dit la vérité ?» ai-je demandé à Carmen. « Je vous aurais peut-être aidé, si vous aviez été honnête. » Carmen s'est contentée de fixer ses mains. « L'aurais-tu fait, très honnêtement ? » Probablement pas. Mais au moins, je les aurais respectés pour avoir été francs avec moi, au lieu de jouer à ces petits jeux. Carmen m'a supplié de les laisser emménager dans l'une de mes propriétés locatives, une fois que mon père sortirait de prison. Elle m'a promis qu'il paierait un loyer cette fois-ci, qu'ils seraient des locataires modèles, et qu'ils ne causeraient plus jamais aucun problème. Je lui ai répondu que toutes mes unités étaient occupées par des locataires payants, avec des baux en bonne et due forme, ce qui était un mensonge. Elle m'a demandé si je pouvais les aider financièrement, avec une caution pour aller ailleurs. Je me suis éloigné, sans prononcer un mot de plus. La nouvelle des problèmes judiciaires de mon père s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre. Soudainement, je recevais des appels de parents que je connaissais à peine. Ils avaient tous des opinions bien tranchées, sur la façon dont j'avais détruit la famille, et abandonné mon père dans les moments difficiles. Et puis, il y a la tante Suzanne. Je ne lui avais pas parlé depuis mes 12 ans, mais elle a appelé pour me faire la morale,
sur le pardon et les valeurs chrétiennes. La famille pardonne, mon chéri. C'est exactement ce que veut Satan. Des familles déchirées, par la fierté et par l'argent. L'oncle Mike, le cousin de mon père, voulait savoir si j'allais vraiment laisser ma famille finir à la rue, pour une simple querelle de propriété ridicule. Comme si, 9 années de logement gratuit, n'était qu'un stupide petit malentendu. Chaque conversation suivait exactement le même scénario. J'étais le méchant, pour avoir imposé des limites. Mon père était la victime des circonstances, et je devais tout réparer, en lui donnant de l'argent ou un logement. La manipulation était si évidente, que ça en devenait insultant. Pas une seule de ces personnes n'a proposé d'aider mon père par ses propres moyens. Pas un seul n'a ouvert les portes de sa maison, ni son carnet de chèques. Il voulait simplement que je sacrifie ma propriété, et mes revenus, pour résoudre un problème que mon père avait lui-même créé. « Pourquoi ne le laisses-tu pas s'installer chez toi » ai-je demandé à l'oncle Mike. « Eh bien, nous manquons de place. »« Je vois. Donc, je suis censé le loger gratuitement, mais toi tu ne peux pas, parce que tu manques de place. » Message reçu. Mon père a été libéré de prison la semaine dernière. Carmen a appelé pour me l'annoncer. Elle m'a dit que mon père voulait me rencontrer, pour crever l'abcès et repartir à zéro. J'ai décliné l'offre. Elle m'a de nouveau demandé si je pouvais les aider financièrement. Je lui ai répondu que 9 années de logement gratuit, c'était toute l'aide qu'ils obtiendraient de ma part. C'est une très bonne chose, que je ne sois pas resté à attendre. Après l'appel de Carmen, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive, et il s'est avéré que c'était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Car 2 jours après sa libération, il a débarqué sur mon lieu de travail. Il a fait irruption dans la zone de réception, en hurlant à propos d'enfants ingrats et d'héritage volé, et en exigeant de me parler, d'homme à homme. Mon assistante était terrorisée. Les clients le dévisageaient, et la sécurité se démenait pour intervenir. Où est-il? Où est mon fils? Je l'ai bien mieux élevé que ça. Mon père était complètement déséquilibré. Il agitait les bras dans tous les sens, et pointait du doigt des gens au hasard, comme s'ils étaient des conspirateurs. La sécurité a appelé la police, pendant que mon père poursuivait sa crise de nerfs. Il hurlait sur la façon dont je lui avais volé sa maison, et détruit sa vie, lorsque les flics sont arrivés pour l'arrêter, pour violation de l'ordonnance restrictive. Regarder mon père se faire passer les menottes, dans le hall de mon bureau, a été l'une des expériences les plus humiliantes de toute ma vie. Tout le monde nous regardait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des appels paniqués de la part d'employés, et je devais expliquer à des clients confus, pourquoi mon propre père se faisait arrêter. L'ordonnance de restriction le maintient désormais, à plus de 150 mètres de moi, de toutes mes propriétés, et de mon lieu de travail. Il lui est également formellement interdit, de contacter le moindre de mes locataires, ou de mes associés commerciaux. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai distribué sa photo à tous mes locataires, avec des instructions strictes, ne jamais le laisser s'approcher d'aucun de mes bâtiments. J'ai également créé une société à responsabilité limitée, pour l'ensemble de mon patrimoine immobilier. Une protection juridique supplémentaire, au cas où mon père tenterait d'autres manigances à l'avenir. Certaines nuits, je reste éveillé, à repenser à tout ce qui s'est passé. La partie rationnelle de mon cerveau sait que j'ai pris les bonnes décisions. J'ai protégé mes biens, j'ai imposé des limites raisonnables, et j'ai tenu les gens pour responsables de leurs actes. Et le plus difficile dans tout ça, c'est de l'expliquer aux autres. Quand quelqu'un me pose des questions sur ma famille, et que je réponds, mon père est en prison pour s'être introduit par effraction dans ma propriété, les regards que je reçois sont brutaux. C'est comme si j'étais un monstre sans cœur, qui a détruit son propre père pour de l'argent. Mais ensuite, je me souviens d'avoir trouvé mes affaires dans des sacs poubelles, prêtes à être jetées, juste pour qu'un parfait étranger puisse avoir ma chambre. Je me souviens des 9 années passées à payer la moindre facture, pendant qu'ils agissaient comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Je me souviens d'avoir été enfermé dehors de ma propre maison, parce que je refusais de céder à leurs exigences. La culpabilité s'estompe assez rapidement, quand je me concentre sur les faits, au lieu des émotions. Pendant que mon père faisait face à ses conséquences judiciaires, j'ai conclu l'achat de ma 9e propriété, le mois dernier. C'est un duplex, situé dans un quartier en plein essor, qui devrait doubler de valeur au cours des 5 prochaines années. Chaque mois, quand je perçois les loyers et que j'examine mon portefeuille, je pense à la façon dont les choses auraient pu tourner bien différemment.
Si j'avais cédé aux exigences de mon père, où en serais-je aujourd'hui? Je serais probablement en train de me battre pour avoir de la place dans ma propre maison, tout en entretenant 3 adultes qui n'apportaient absolument rien. Les revenus locatifs générés par toutes mes propriétés dépassent ce que la plupart des gens gagnent avec leur emploi régulier. À 24 ans, je jouis d'une liberté financière totale. Et tout ça, parce que j'ai fait des choix difficiles, et que je suis resté ferme sur mes limites. Je sais que grand-père Rex serait fier de moi. Il m'a appris que la propriété immobilière s'accompagne de responsabilités, mais aussi de droits qui doivent impérativement être protégés. Il ne tolérait pas les gens qui croyaient avoir un droit de regard sur les biens d'autrui. Et moi non plus. Lorsque je nettoyais le bureau de grand-père après l'expulsion, une chose que je n'avais jamais eu l'occasion de faire correctement, j'ai trouvé de vieux documents dans un tiroir verrouillé. Parmi eux, il y avait une lettre, que grand-père avait écrite à son avocat, quelques mois seulement avant sa mort. Dans ce courrier, grand-père expliquait sa déception envers ses 2 fils, et les raisons pour lesquelles il prévoyait de me léguer sa succession. Il y mentionnait que mon père lui avait emprunté plus de 100 000 €, et qu'il n'avait jamais remboursé le moindre centime. La lettre révélait également que Derek avait volé de l'argent dans l'entreprise immobilière de grand-père, lorsqu'il y travaillait dans sa vingtaine. Cette lettre montrait très clairement que grand-père estimait qu'aucun de ses fils n'était financièrement responsable, ou digne de confiance. La lire m'a fait réaliser que j'avais pris la bonne décision, avec chacun d'entre eux. Désormais, mon père vit dans un studio à l'autre bout de la ville, et travaille dans le commerce de détail à 55 ans. Et ce, parce que son crédit est détruit, et qu'il a un casier judiciaire. Carmen est retournée dans son état natal pour vivre chez des proches, après avoir divorcé de lui, alors qu'il était en prison. Elle m'a d'ailleurs envoyé un message sur Messenger, quelques mois plus tard, pour m'informer du divorce, et pour s'excuser de tout ce qui s'était passé. J'ai bloqué son numéro, à mi-chemin de la conversation. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette partie de ma vie. Becca a complètement disparu des radars, une fois que la source du logement gratuit s'est tarie. De mon côté, mon empire immobilier ne cesse de croître. Je compte visiter 2 nouvelles propriétés le mois prochain. Toutes 2 présentent un fort potentiel locatif, dans des quartiers qui commencent sérieusement à se redynamiser. Derek a essayé de me contacter sur les réseaux sociaux, le mois dernier. Il cherchait probablement un endroit où squatter, maintenant que ses créanciers l'ont retrouvé. Je l'ai bloqué, avant même qu'il ne puisse finir de taper son histoire larmoyante. 9 années de logement gratuit, ce n'était pas suffisant. Payer chaque facture, chaque réparation, et chaque taxe, ce n'était pas suffisant non plus. Il voulait faire don de mon espace personnel à une femme qui mentait effrontément sur une bataille pour la garde, pour ensuite essayer de m'enfermer dehors, quand j'ai osé refuser. Chaque limite que j'ai imposée, chaque document juridique que j'ai déposé, chaque choix difficile que j'ai fait, tout cela en valait la peine, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Une indépendance totale, une sécurité financière absolue, et la tranquillité d'esprit qui accompagne le fait de savoir que personne ne pourra me manipuler, pour m'extorquer ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Les amis qui m'ont traité d'homme sans cœur, vivent toujours d'un chèque de paie à l'autre, pendant que moi, je bâtis un patrimoine générationnel. Même certains de mes amis les plus proches m'ont conseillé de pardonner et d'oublier. Mais aucun d'entre eux n'a jamais proposé de loger mon père chez lui. Pour les fêtes de fin d'année, ma petite amie et moi allons organiser Thanksgiving à la maison. Nous avons invité quelques amis très proches, ceux qui m'ont véritablement soutenu tout au long de ce pétrin. Ce sont les premières fêtes, depuis des années, que j'ai réellement hâte de célébrer. Pas de drame, pas d'exigence déraisonnable, et aucun invité indésirable. Juste des gens qui se respectent, et qui tiennent les uns aux autres. Devinez qui vient d'acheter sa 9e propriété locative, et qui travaille dans la vente au détail avec un casier judiciaire. En résumé, ne jouez pas avec les limites des gens. Ne mentez pas sur des affaires de garde, juste pour susciter la compassion. Ne changez pas illégalement les serrures d'une propriété qui ne vous appartient pas. Et surtout, ne présumez jamais que les liens familiaux vous donnent le droit de piétiner quelqu'un, qui vous soutient depuis des années. Fin de la partie. J'ai gagné.